Bonjour à tous, bienvenue sur Bidon Collé. On se retrouve aujourd'hui pour une traditionnelle de Bidon Collé, la vidéo de notre top 10 des coureurs de la saison, de cette saison 2025. Et pour ce faire, on le fera en 2 épisodes. Donc un épisode où on fera le coureur du 10e au 6e. Et puis du coup le dernier épisode, la dernière vidéo de la saison, du 5e coureur au premier. Et pour ce faire, pour ces 2 dernières vidéos, je suis avec Hugo. Hugo, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va super. Alors un exercice pas facile, hein. Faudra qu'on se mouille chacun pour élire notre top 10. C'est quand même pas facile à faire. Maintenant, on a dû faire des choix. J'espère que vous allez être indulgents avec nous et vous allez aussi nous dire vos choix parce que c'est pas facile à faire. Vous allez voir en le faisant, c'est vraiment difficile. Maintenant, on a fait un top 10 et il y a d'autres coureurs que l'on ne va pas mentionner dans ce top 10, mais qui ont quand même le mérite d'être cités. Est-ce que tu en as de ces coureurs comme ça? Oui, ben, j'en ai beaucoup, hein. On va en citer quelques-uns, juste dire que c'est quand même subjectif. C'est un Oui, top oui. 10 qu'on fait entre nous, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Et puis, c'est savoir sur quoi on se base, savoir sur les victoires, sur la saison, sur combien de fois on a vu le coureur. Un coureur qui nous a semblé être souvent à l'avant, aller vraiment actif durant cette saison. Mais sinon, donc, du coup, pour répondre à ta question, un coureur qui n'est pas dans mon top 10, mais qui aurait mérité de l'être, en tout cas qui aurait été au port de celui-ci, c'est Mathieu Brennan. Parce que 14 victoires cette saison, un coureur encore très jeune, et honnêtement, sur tous les terrains, j'ai l'impression qu'il est fort. Alors jamais en montagne, ça reste un sprinter, mais on a vu qu'il n'y a pas que ça. En Norvège, lors de la 2e étape, il gagne alors que c'était au-dessus d'un petit mur, une petite bosse devant un Maxime Van Gils. Il gagne à Denain aussi, qui est une course assez spéciale, assez compliquée. À Paris-Roubaix, il est encore là dans le top 20 si je ne me trompe pas. Donc en fait, c'est vraiment un coureur très très intéressant. On voit que c'est un très très bon sprinter, mais que finalement, il est aussi un peu flandrien, il est aussi complet. Grimpeur, il sera jamais, ça on est bien d'accord. Mais en tout cas, impressionnant de voir déjà à son jeune âge qu'il puisse se développer à ce niveau-là. Puis il gagne en World Tour, hein, il gagne en Catalogne et autres. Donc franchement, je sais pas ce que t'en as pensé toi cette saison, mais moi c'est vraiment, j'en ai parlé beaucoup dans les vidéos, mais un de mes coups de cœur forcément de cette Ouais, saison. non, comme tu le dis, c'est un coup de cœur pour moi aussi. Et je pense que chez Visma aussi, parce qu'on a décidé de lui faire confiance et on a laissé partir Olaf Koil. Alors, cette saison, on a encore eu des moments où il était poisson pilote d'Olaf Koil. Mais je pense que l'année prochaine, vu la révélation qu'il y a eu cette année, il aura vraiment un statut de leader. Et pour les Flandriennes, il sera vraiment très très important. Il a déjà pu en faire cette année. Alors, dans cette équipe de chez Visma, c'est quand même pas facile d'être leader, surtout à son âge. Je pense que c'est 19 ans. C'est quand même très très jeune. Mais tu as raison. Dans un profil plus ou moins similaire, mais quand même encore un peu différent, moi j'ai mis en mention Paul Magnier, avec énormément de victoires cette saison. Surtout sur la fin de saison, une domination extrême. Il a été plus fort que certains des sprinters qui ont beaucoup plus d'expérience et un plus grand palmarès que lui, ça c'est certain. Mais par rapport à Brennan, je pense que lui c'est plus spécifié à 100% sur le sprint, où il avait annoncé qu'il avait pris du poids exprès pour pouvoir être plus puissant, plus explosif. Et je pense que on l'a vu que sur ce domaine-là, il a vraiment progressé. Ouais, non, c'est sûr, un super coureur. On en parlera peut-être à un autre moment dans la vidéo. Mais sinon, c'est vrai que allez, des coureurs cette saison qui ont éclos, il y en a quand même eu pas mal, hein. On a vu même du côté français, on a vu fin de saison un Paul Sexas, mais si on remonte un peu plus tôt, on a quand même vu un Romain Grégoire qui a quand même plus que confirmé. Je ne Ouais. dis pas qu'il a besoin de Vauquelin confirmer, aussi. mais qui gagne en Suisse des super victoires. Vauquelin, dont on a vu des choses sur le Tour de France quand même extraordinaires. Donc honnêtement, du côté de la France, on a aussi beaucoup de jeunes et beaucoup de coureurs qui ont un peu éclos, confirmé ou même continué d'évoluer cette année. Ouais, je vais revenir juste un peu du côté des Belges, avec, moi j'ai encore quelques petits noms que j'ai juste envie de citer. Un pour la résurrection, encore une fois, la Xème de Wout van Aert, qui à chaque fois, même avec ses problèmes de santé qu'il a, il revient à chaque fois à l'arrache le plus vite possible, parce qu'on oublie, mais il était au cyclocross et il est revenu le plus vite possible. On a même on avait annoncé une date, puis ça a dû être reporté parce que c'était trop tôt pour lui. Au final, il est revenu, il avait mal en courant sur le cyclocross et il revenait quand même. Il fait une saison classique, je trouve, quand même honorable de sa part. Alors, on a déjà vu Wout van Aert plus fort que ça, mais face à la concurrence, c'était quand même un monstre. Et il gagne 2 superbes étapes avec l'Estrade Bianche sur le Giro et à Paris sur le Tour de France. C'est quand même exceptionnel. Ouais, il gagne presque
j'ai envie de dire, presque la plus belle des étapes ou une des plus belles étapes du Giro et presque, je vais pas dire la plus belle du Tour de France, mais une des plus mythiques qui avait été modifiée en passant par la butte Montmartre, qui sera encore au programme cette année. Donc. Et le seul qui a su lâcher Pogacar de la saison. Donc je pense que c'est quand même une petite mention que on peut sortir pour lui. Oui, et puis là on a parlé de ses victoires et on ne cesse de le répéter à chaque fois qu'on parle de lui, mais ça reste quand même, alors que dans n'importe quelle autre équipe il serait leader, un équipier modèle sur les grands tours auxquels il participe, un équipier qui est là pour son équipe et qui n'a jamais peur de se mettre à la planche pour qui que ce soit. Donc respect monsieur Van Aert, il est pas dans mon top 10, mais en tout cas dans mon cœur il est vachement dans mon top 10. J'ai encore 2 noms. Le premier c'est Arnaud Delis, 11e au classement UCI, ça c'est pour dire le nombre de points qu'il a. Ce qu'il manque pour être dans ce top 10, je pense, c'est ce début de saison qu'il a encore été amputé à cause de problèmes peut-être psychologiques ou de santé. On n'a pas encore toutes les... Enfin, si on sait que c'était plutôt psychologique et qu'il avait du mal à prendre du plaisir sur le vélo, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi quelques petits points physiques qui n'ont pas aidé? Ça, c'est à voir avec lui. Mais en tout cas, sur la fin de saison, c'était un monstre aussi. Je pense qu'il finit un peu cramé quand même, mais franchement, chapeau à lui. Ouais, honnêtement, très rassurant. Hein, comme tu l'as dit, c'est vraiment une saison en dents de scie qui était un petit peu plus compliquée finalement avant le Tour de France. Puis on l'a vu revenir au Tour de Suisse un petit peu en puissance pour le Tour. Et puis c'est vrai, fin de saison avec ses victoires sur le Grand Prix de Wallonie notamment. En fait, j'avais l'impression qu'on avait retrouvé un peu un Arnaud dominant, un sprinter qui avait retrouvé un peu la hargne de la victoire, donc ça fait plaisir. Et puis aussi René Witour, où là c'était vraiment... Et la Bretagne à notre niveau. Où là il était vraiment monstrueux. Il bat même un Mathieu Van Der Poel sur ce tour-là, c'est quand même impressionnant. Là où maintenant j'ai mon 11e homme, on va dire, c'est lui où j'ai le plus hésité pour être dans le top 10. Pour moi, c'est Jasper Philipsen. Là, j'ai vraiment eu du mal à ne pas le mettre. Alors, sa saison est dans les clous de ce qu'il fait d'habitude. Ça fait des années qu'il est performant, donc il n'y a pas réellement de surprise, je pense. Mais avoir remporté cette première étape sur le Tour de France avec le maillot jaune, malheureusement, il a eu la chute qu'on connaît, qu'il n'a pas pu le garder, il n'a pas pu disputer le maillot vert. Mais il rebondit sur une Vuelta où il n'est pas au top de sa forme avec 3 victoires d'étape. C'est quand même monstrueux. Et c'est pour ça que j'aimerais bien quand même le mentionner, même s'il n'est malheureusement pas dans ce top 10. Ouais, je te propose du coup d'ouvrir ce top 10 avec ton 10e coureur qui est moi c'est Merlier. C'est peut-être un des seuls sprinters qui aura dans ce classement, parce que c'est très difficile de le mettre. Je le mets pourquoi? Parce que pour moi c'est le sprinter qui s'est illustré le plus cette saison, qui a été le plus dominant, et qui a remporté aussi des belles victoires avec, par exemple, au Tour de France, avec 2 étapes, je pense. Donc c'est le sprinter que je devais mettre dans ce top 10. Et pour moi, il est 10e parce que devant lui, il y a quand même des noms qui sont un peu plus... Enfin, qui ont fait une plus belle saison, on va dire. Moi aussi, je l'ai mis 10e, j'en profite. Ça va être une de nos quelques choses en commun pour ce top 10. Alors moi, ce que j'adore avec Merlier, c'est que c'est vraiment le sprinter par excellence. Il me rappelle, alors qu'aujourd'hui, on voit moins ça. Il faut que les coureurs soient... Ça va aussi avec le fait, on en a parlé récemment, que les courses soient de plus en plus dures, mais il faut que les coureurs passent un peu partout. Puis on a des gars qui vont très vite au sprint, mais pas que, on en parle souvent. Et ça me fait penser aux grandes époques du sprint, en tout cas, pas aux grandes époques d'il y a longtemps, mais aux grandes époques que nous on a connues. Un Kittel qui dominait tous les sprints, un Greipel, des sprinters qui étaient là, des machines de guerre qu'on voit. Mais pour moi, Tim Merlier, ça me fait penser à ça. Il est aussi un peu je vais pas dire de cette ancienne génération, mais 32 ans à l'heure où tous les jeunes de 20 ans, 25 ans, alors que le cyclisme devient de plus en plus à maturité jeune, j'ai envie de dire, à 32 ans, il est toujours là dans les records de victoire sur la saison. Donc un sprinter, c'est là pour gagner toutes les courses d'une semaine auxquelles il participe. Il a gagné. Donc ça compte évidemment, 16 victoires, et comme tu l'as dit, et non des moindres. Donc pour moi, un sprinter, ça doit gagner, c'est ce qu'il fait. Et il le fait très très bien. En général, quand il est là pour un sprint, il est souvent bien emmené et c'est rare qu'il se rate. Ouais, j'allais dire, en fait, dans cette équipe de chez Soudal Quickstep, ce qui est vraiment magnifique, c'est que on voit que tout est bien rodé pour les sprinters. On parlait de Magnier un peu avant. Ici, chez Merlier, on sait comment il faut faire, on sait où on doit être. Et
j'ai regardé sur tous les tours qu'il a disputés cette saison. À chaque fois, il y a au moins une étape où il remporte le sprint, ou au moins il fait deuxième. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et quand on voit le Tour de France, je reviens là-dessus, c'est parce que c'est les meilleurs sprinteurs qui s'affrontent, avec des Jonathan Milan, des Philipsen, etc. Bon, Philipsen a chuté, comme je l'ai dit, malheureusement. Mais on a pu voir que c'est lui qui domine quand même la plupart du temps ces sprints-là. Pourtant, il y a quand même aussi des victoires d'un jour, avec la Scale de Praise par exemple. Et il est présent aussi sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne ou Gand-Wevelgem, où c'est des courses qui sont quand même pas faciles. Donc franchement, c'est peut-être le coureur où je dirais chapeau en tant que sprinter sur cette saison. Oui, c'est sûr. Pour conclure sur Tim Merlier, j'ai envie de dire que c'est le sprinter par excellence et que c'est agréable de le voir faire un sprint. Tu vois de la Ouais. puissance et c'est assez impressionnant. On passe au neuvième coureur. Ouais, le 9e coureur, tu fais toi ou moi? Vas-y, à ton Alors, honneur. moi, le 9e coureur, c'est peut-être. Enfin, ça a été difficile de le mettre dans ce top 10, mais je pouvais pas le mettre plus haut et je pouvais pas le mettre plus bas parce qu'il a quand même remporté un grand tour cette saison. C'est Simon Yates. Alors, pourquoi? Parce que l'histoire est très belle. Il arrive chez Visma et il remporte ce Giro-là. Mais pourquoi il est pas plus haut? C'est parce qu'il a 2 victoires cette saison. Et les 2 victoires, c'est un grand tour et une étape sur le Tour de France. C'est magnifique. Je pense que tout le monde rêve dans sa carrière de faire ça. Mais devant lui, il y a des coureurs qui méritent peut-être plus. Et sur ce Giro, il n'a pas été le dominant que pourrait être à Tadej Pogacar ou à Jonas Vingegaard qui l'ont été cette saison. Donc c'était difficile de mettre plus haut, surtout qu'il n'a pas remporté d'étape sur ce Giro. Il n'a pas eu une saison, hormis ces 2 grands tours-là, il n'a pas eu de gros résultats. Donc j'avais du mal de le mettre plus haut, mais je pouvais pas le mettre plus bas. On remporte un grand tour, c'est difficile de le mettre plus bas. Ouais, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, il est pas dans mon top 10. Faut faire des choix. Euh, c'est vrai que, allez, gagner un grand tour, il y en a 3 sur la saison. Ça mérite évidemment d'être dans le top 10. Voilà, faut faire des choix. Pour moi, je l'aurais mis au port du top 10, 11e. C'est assez compliqué. J'aurais peut-être pu l'échanger avec un ou deux de mes autres coureurs. Mais voilà, faut faire des choix. Faut être joueur. Mais c'est un coureur que j'adore. Il a pris un peu sa revanche sur le Giro de quand Froome l'avait dépouillé du maillot rose. Il y a de cela pas mal d'années. Donc une belle histoire. Et puis, comme tu l'as dit, hein, c'est un coureur qui gagne pas beaucoup. Mais quand il gagne, c'est quand même costaud. Puis il gagne quand même sur le Tour de France, surtout qu'il y a quelques années, avec son frère Adam, ils étaient arrivés tous les deux, il est passé pas loin non plus d'avoir une autre victoire, finalement c'est son frère qui l'a prise, donc voilà, à chaque fois qu'il est présent, c'est au plus haut niveau et c'est mérité, et je pense que il va, enfin il a vraiment trouvé sa place dans cette équipe Visma. Bah, je pense que si c'est Del Toro qui remporte ce Giro, il n'est pas dans mon top 10, Simon Yates. Donc c'est ça qui a décidé que... Parce que comme tu le dis, il a perdu un Giro face à Froome qui ne devait pas perdre. Et ici, il remporte un Giro où Del Toro ne devait pas perdre, je pense. Et bah, pour ça, je le mets dans mon top 10. Et peut-être que les futures années, ce sera un peu plus compliqué d'y être pour lui. Ouais. Ben moi je vais passer à mon neuvième coureur. Alors ça peut paraître étonnant, mais j'ai mis Thomas Pidcock en neuvième. Alors pourquoi? J'avais l'impression à chaque fois que, sur certaines courses en tout cas, il n'était peut-être pas le meilleur de lui-même, mais en même temps on le voit depuis le premier jour de la saison. À la Lula Tour il gagne déjà. Et finalement il n'a pas tant de victoires que ça, mais il est tout le temps présent. Et c'est super important pour cette équipe qui est jeune d'avoir un gars comme ça. Et je pense que j'ai souvent eu la critique facile par rapport à Pidcock, mais finalement, il est quand même tout le temps là. Un top 10 au championnat du monde sur la route, top 10 au championnat du monde gravel, top 10 au Tour de Lombardie. Il a quand même fait des grands tours auxquels il était quand même présent, même s'il n'y a pas malheureusement de victoire d'étape. Et pour moi, il a sa place dans ce top 10 parce qu'il était tout le temps présent et que sur les plus grandes courses du monde, il est tout le temps dans le top 10. Au Stradé, il tient Pogacar quand même pendant très 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 longtemps. J'ai même cru à un moment donné qu'il avait peut-être les clés pour le battre. L'Estradé qui est quand même une des courses les plus dures du monde. J'ai vu une interview d'un coureur il n'y a pas si longtemps qui disait que c'était selon lui la course la plus dure du monde. Donc voilà, honnêtement, du début à la fin de saison et sur tous les parcours, sur les courses d'un jour, sur les grands tours, même en gravel, finalement il était présent et je pense que il n'est pas récompensé par vraiment son nombre de victoires. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le récompenser en le mettant top 10. Tout d'abord, je te rejoins. Je pense que c'est une saison quand même plutôt agréable de
de Tom Pidcock. Puis surtout troisième de la Vuelta. Bah ouais, c'est surtout ça. Et j'ai donc deux moments qui me viennent en tête. Tu l'as dit avec l'Estrade Bianche où on a tous eu à un moment donné, avec la chute de Pogacar quand il revient, etc. On s'est dit, c'est le moment où Tadej Pogacar va être battu peut-être. On a même douté, j'ai vu plein de réactions vis-à-vis de ça. C'était un moment où le vélo a été secoué, la planète vélo a été secouée. Et aussi à la Vuelta, avec toute la Vuelta qu'on a eue avec des problèmes d'Israël, etc. Il y a eu des moments où on a vu quand même un Tom Pidcock qui a à la pédale su distancer Jonas Vingegaard. Alors ça, c'est la première fois qu'on voyait quelqu'un d'autre que Tadej Pogacar le distancer. Donc c'est vraiment un élément marquant. Là où moi j'ai du mal à le mettre plus haut que... Enfin, dans ce top 10 plutôt, c'est que, comme tu dis, c'est peu de victoires. Et je pense que dans le cyclisme actuel, ce qui compte, c'est malheureusement les victoires. Et je pense que sur un palmarès, c'est sûr et certain, une troisième place à la Volta, c'est incroyable. Mais devant lui, moi, j'ai des coureurs qui sont souvent plus hauts sur la première place du podium. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre par exemple un Simon Yates qui a remporté ce Giro. Mais je comprends que ici on a eu Pidcock pour la première fois depuis des années qui fait une saison route du début jusqu'à la fin. Et il a dit que cette année il allait faire attention, il allait pas faire de cyclocross pour se préparer pour la route la saison prochaine. Je pense qu'il fait le bon choix et ça fait plaisir de le voir sur toutes les courses comme ça. Oui, c'est sûr, mais comme je l'ai dit en fait en introduction de ce 9e coureur, honnêtement, il est partout. Ouais. Quand on le voit sur les Ardennaises, il va faire 3e à la Flèche encore, top 10 encore à Liège-Bastogne-Liège, à 2e monument où il est top 10, donc finalement jamais très loin de la victoire si je devais résumer, et tout le temps présent, donc voilà pourquoi je l'ai mis 9e. Ton 8e coureur ? 8e coureur, c'était pas facile de départager tous les coureurs qu'il y a devant. Alors ici, ça pourrait être discutable avec justement Simon Yates que j'ai mis avant. Mais moi, j'ai mis Lipovic 7e, parce que 8e, ça, 8e. Parce que 3e déjà sur le Tour de France. C'est quand même une performance. Quand on regarde, en fait, on a les deux monstres. Et c'est le meilleur des grimpeurs derrière au final. Donc le meilleur coureur de grand tour. Parce que sur le Tour de France, il n'y a rien de plus. C'est la plus grande course du monde. Pour moi, c'est très important de le mentionner. Mais après, il y a des très bons résultats. Avec Paris-Nice, une 2e place. Avec Pays Basque, 4e place. Dauphiné, 3e place encore derrière. Les deux fantastiques monstrueux devant Remco Evenepoel. Et ça, je trouve que ça mérite d'avoir pu se battre avec Remco et même pu le battre à certains moments de la saison, ça montre qu'il a le mérite d'être là en fait. Oui, clairement, je pense que tu as raison. Et voilà, le problème, je le répète, mais de nos top 10, c'est qu'on doit faire des choix. Et mon côté un peu plus sprinter, j'ai voulu quand même mettre dans ce top 10 un peu des sprinters. C'est pour ça qu'un coureur comme Lipovic n'est pas dans mon top 10. Mais c'est vrai que quand on regarde la saison qu'il a faite, et puis même sur les moments très importants, c'est vrai que sur le Tour de France, c'était quand même régulièrement le 3e homme. Ouais. Ce qui est quand même extraordinaire derrière ce qu'on appelle régulièrement les deux fantastiques. Donc honnêtement, je pense que tu l'as mis à la bonne place. Mon top 10, voilà, je dis ça déjà pour me justifier, mais j'ai vraiment voulu mettre quand même un peu des sprinteurs, un peu des grimpeurs, des gars de classique, parce que sinon mon top 10 serait fait quasi que de grimpeurs, ou en tout cas de gars forts en classique. Et là où je peux revenir sur, c'est pour ça que c'est hyper subjectif, c'est que la personne avant, je retiens la victoire, et Lipovic n'a quasi pas de victoire cette saison, je pense même qu'il n'en a pas, donc c'est quand même, ça montre que, en fait, d'un coureur à l'autre, la victoire compte, et d'un coureur à l'autre, le top 3 d'un grand tour compte aussi. Je pense que le Tour de France, les 3 premiers, tu dois au moins le mettre dans... Enfin, personnellement, je trouve, tu dois au moins le mettre sur le top 10, surtout que Lipovic fait quand même une très bonne saison. Un peu moins sur la fin, mais sur le début, en tout cas, c'était monstrueux. Oui, tu parles de victoire, et pour mon 8e coureur, moi, les victoires vont compter, parce que j'ai choisi Paul Magnier. Alors, c'est vrai que c'est assez haut, mais je suis impressionné. Alors c'est vrai je suis peut-être un peu faussé parce qu'on l'a vu beaucoup gagner, surtout sur cette fin de saison, mais n'empêche, il gagne quand même depuis le début de la saison, et c'est quand même, hormis l'extraterrestre Pogacar, le recordman de victoires professionnelles pour cette année 2025, donc je me devais de le mettre dans mon top 10, rien que pour ça, 21 ans, 19 victoires, dont 6 en World Tour, s'il vous plaît. Et pourquoi je l'ai mis aussi en dehors de toutes ces victoires, c'est qu'il n'y a pas que ça. 2e au Newsblad, 2e au Samin,
même une course comme la Figuera Classique derrière un Morgado, il vient claquer une deuxième place alors que c'était une course super difficile. Donc honnêtement, il montre encore une fois, je sais bien que je le répète pour beaucoup de coureurs, j'ai dit pour Brennan, mais il montre encore une fois que même si tu dis qu'il a pris un peu de poids, il n'est pas qu'un sprinter. En tout cas, il peut ne pas être qu'un gars très rapide, il peut aussi passer des bosses ou être là sur des classiques, des courses très longues. Donc honnêtement, pour moi, il mérite sa place. Et puis 21 ans, 19 victoires, plus qu'à Tim Merlier, presque autant qu'un Tadej Pogacar. C'est impressionnant de faire une saison comme ça à son âge. Il a 21 ans. Ouais. Pogacar n'avait pas 19 victoires quand il avait 21 ans. Donc c'est quand même relativement impressionnant ce qu'il fait. Bah, je te rejoins, super saison. Je trouve que le seul truc qui manque peut-être, c'est une victoire sur un grand tour qui lui manquait. C'est le Giro qu'il a fait cette année. C'est peut-être le petit truc qui manque, mais je pense si on prend le Paul Magnier de l'époque du Giro et le Paul Magnier de l'époque du Tour en Chine de Guangxi, c'est pas le même Paul Magnier. Je pense que c'est déjà un gap de progression énorme. Et alors c'est sûr qu'en fin de saison, tout le monde n'a pas la hargne que pourrait avoir Paul Magnier sur la fin de saison. Il est encore jeune comme tu l'as dit et je pense que ça aide sur cette période-ci de l'année. Mais sur le début de saison, je suis persuadé qu'il a encore gagné énormément jusqu'à la fin de saison. Ouais, puis la psychologie, hein, il a enchaîné les victoires. Ouais. On avait l'impression, Le pauvre Cubis. moi à un moment donné, à la fin de la saison, pour le Tour de Croatie notamment, ou même le Tour de Guangxi, je regardais même pas les résultats, je savais déjà qui avait gagné avant le début de l'étape, si l'étape était toute plate. Non mais très honnêtement, franchement, et puis il faut savoir, il y en a qui vont peut-être dire oui, mais il n'y avait pas à chaque fois une grande concurrence. Bah, déjà, il gagnait en World Tour, et puis en cyclisme, moi, on m'a toujours appris qu'une victoire, c'est une victoire. Alors c'est sûr qu'une victoire en 3ème division, on va pas dire que c'est égal à une victoire World Tour, mais 19 victoires au niveau professionnel, avec plus de un quart qui est World Tour, peu importe la concurrence, et il faut savoir le maintenir. Et puis même, il y a une petite pression, un petit stress, puis des fois, ça peut être positif de beaucoup gagner. À un moment donné, on va se dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc voilà, puis même la gestion de tout ça, la gestion dans un sprint, on se sent tellement fort, il peut peut-être rien t'arriver, et en même temps, il peut tout arriver, parce que tu te sens trop fort et tu te sens trop en confiance. Je pense que c'est pas bon non plus, donc je pense que félicitations à Quickstep et à Paul Magnier de pouvoir gérer ça d'une main de maître. Comme tu le dis, c'est 19 victoires, et combien de coureurs sur une carrière remportent 19 victoires déjà. Donc déjà ça, c'est déjà très important de le mentionner. Parce que c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec petite course, grande course, petite start list, grande start list, mais n'importe quel coureur ne pourrait pas gagner sur 19 courses sur une carrière entière. Encore 4 saisons comme ça, il a 100 victoires. Bah oui, non, mais c'est... Enfin, 5 du coup. Mais du coup, ouais, c'est encore quand même... 4. Ouais, encore 4, ouais. Mais c'est vrai que c'est... Faut quand même se rendre compte que ce que vivent ces coureurs-là, parce que c'est Paul Magnier, mais c'est d'autres coureurs, parce qu'il y en a... Enfin, on peut parler de Del Toro, qui sera certainement plus aussi dans le classement, mais c'est des coureurs qui... Si on se rend compte du moment présent, à leur âge, il y a des coureurs qui ont 35 ans et qui n'ont pas une palmarès comme ça. Alors le talent est peut-être pas le même, mais même c'est monstrueux. Il a la chance quand même d'être un sprinter, ça aide. Mais franchement, félicitations lui, chapeau. 7ème coureur ? 7ème coureur, vas-y. À toi. Alors là, c'était vraiment très difficile parce que j'ai dû faire un choix entre deux coureurs que j'aime bien, deux coureurs alors qui ont des critères plutôt similaires parce que c'est des grimpeurs, on va dire. Un qui est un peu plus puncher que l'autre. Moi, j'ai mis Almeida à ce niveau-là, à la 7ème place. Je trouve que c'était très dur de départager parce qu'il fait une très très belle Vuelta. Il fait de très belles courses tout le long de la saison. Il fait tous les tours où il a participé avec le Tour de Suisse. Je vais redire les noms, mais Romandie, Basque, c'est tous des grands tours qui sont World Tour, des tours qui sont World Tour, pardon, et il les a tous gagnés. Et donc franchement, félicitations. La Vuelta, il fait 2ème, il y avait Vingegaard qui était devant, encore une fois intouchable les deux. On le savait déjà à l'avance que ça allait être compliqué, mais il a répondu présent là où il devait être. Je suis d'accord avec toi, je l'ai mis à la même place. Je pense aussi que il est à la bonne place de ce top 10. Saison très forte. Après, c'est difficile aussi chez UAE. Peut-être qu'il aurait peut-être fait une autre saison dans une autre équipe. On va pas refaire le monde. Mais c'est vrai que gagner des courses World Tour de manière, je vais dire, assez autoritaire, hein, les courses d'une semaine qu'il a gagné. Puis même sur la Vuelta.
il était quand même très très fort. Il est tombé sur un os avec Jonas Vingegaard. Que Jonas Vingegaard était tombé sur Tadej Pogacar sur le Tour de France. C'est un peu plus ou moins le même parallèle. Mais donc voilà, je pense qu'il a sa place sixième parce que finalement, il n'a pas beaucoup couru non plus, j'ai l'impression, cette saison. Mais quand il a couru, il a été présent et il a gagné. Les courses d'une semaine qu'il a fait, il a gagné. Et la Vuelta, il l'a fait. Il a dû abandonner malheureusement le Tour de France. Mais il était présent. Ouais, non, c'est sûr que pour un coureur de sa classe, je pense que c'est la saison. Alors, non, je vais dire c'est la saison qu'il devait faire, non. C'est la saison qu'on espérait pour lui, et c'est la saison qu'il a fait. Je pense qu'il peut encore progresser, et on le dit, il a une progression linéaire, c'est un des seuls coureurs qui progresse vraiment de manière constante saison après saison. Bah, l'année prochaine, on se demande ce que ça va être. Alors, pour moi, je vais continuer donc sur ma sixième place avec Del Toro, voir la cohabitation l'année prochaine, comment ça va être. Parce que pour moi, Del Toro est à la sixième place. Alors, c'est très difficile de le mettre plus haut pour moi parce qu'il y a des coureurs de classe mondiale devant. Pour moi, c'est un futur grand. Il a montré qu'il était déjà très grand. Mais je me réjouis de voir avec Almeida. C'est pour ça que c'était difficile de les mettre. J'ai quand même choisi Del Toro pour le nombre de victoires. Avec 15 victoires sur la fin de saison à partir du Giro sur 30 jours de course. C'est monstrueux. Et je trouve que ça mérite en tout cas d'être à cette place-ci dans le top 10. Oui, c'est sûr. Moi, je t'en parlerai un petit peu plus tard de Del Toro. Mais moi, du coup, à la sixième place, j'ai mis Mathieu Van Der Poel. Qui mérite pour moi d'être au port de ce top 5. En tout cas, comme d'habitude, il sait très très bien gérer sa saison. Il gagne 2 monuments, c'est extraordinaire. Gagner San Remo, gagner Roubaix, et il fait un superbe Tour de France. Voilà, comme d'habitude avec Mathieu Van Der Poel, il a des saisons un peu plus courtes. Donc voilà, c'est pour ça peut-être que je l'ai pas mis dans ce top 5, je l'ai mis aux portes parce que honnêtement, il aurait mérité s'il aurait fait une saison encore plus longue, qu'il aurait peut-être fait un résultat supplémentaire au championnat du monde, mais il commence sa saison sa main, il gagne, et finalement, il finit au Tour de France et il gagne René 8 Tours, la deuxième étape, et il gagne aussi au René 8 Tours. Donc en fait, à chaque fois qu'il fait une course, il gagne, et surtout au plus haut niveau. Donc voilà, pour le fait qu'il ne fait pas vraiment une grosse saison complète, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top 6. Bah, c'est pour ça que, en fait, pour moi, l'importance des monuments est tellement haute que c'est vrai qu'il y a les grands tours et les monuments juste en dessous pour moi. Et il en gagne 2. Il fait 3ème sur le Tour des Flandres. Bah, j'avais difficile à le mettre hors du top 5 personnellement. Donc, moi, petit spoiler pour la prochaine vidéo, il sera dans le top 5. Peut-être pas 5ème, ça vous allez voir. Mais je trouve que pour ce qu'il a fait sur cette saison, c'est à chaque fois pareil. C'est parce qu'on s'habitue à Mathieu Van Der Poel en fait. Ça fait tellement de saisons qu'il fait la même chose. Et l'air de rien, il y a peut-être que Tadej Pogacar qui peut le battre sur certains domaines. Mais quand on regarde même Paris-Roubaix, il semble intouchable. Il semble autant intouchable qu'un Pogacar sur le Tour de France, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment très compliqué de le mettre plus bas. Et moi je le mets plus haut. Pourquoi aussi? C'est son Tour de France. Ça fait plaisir de voir enfin Mathieu Van Der Poel qui se donne sur le Tour de France. Il avait fait 5 ou 6 échappées. Oui, et puis même course, une victoire d'étape, je pense 2 fois 2 ou 3ème. Enfin, franchement, exceptionnel. Et donc, pour moi, il sera plus haut. Et on en parlera peut-être dans la prochaine vidéo. Oui, c'est sûr. J'espère que vous avez aimé, vous, en tout cas, nous écouter cette première partie de Top 10. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit en intro, à nous mettre en commentaire votre Top 10 déjà. Et puis nous, on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de la vidéo, pour les 5 derniers coureurs de ce Top 10. Du coup, à la prochaine et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.